citation. Alors, on ne va pas non plus couper les cheveux en quatre. Citations, bon, elles ne sont pas tout rigoureuses, les citations qu'on nous donne. Je peux vérifier. Mais le mystère est la source de tous les arts et de toutes les sciences. Albert Einstein. Ce que je sais, c'est que c'est une phrase qu'il a dite après son choc intellectuel qui a été la découverte de la physique quantique par ses rivaux scientifiques, rivaux entre guillemets, Heisenberg et Niels Bohr. Oui, Jean-Luc. Un choc. Alors, c'est pas tout à fait ça. Oui. Hein, la situation exacte, c'est la plus belle expérience que nous puissions faire, disait Einstein, Oui. est celle du mystère, la source de tout vrai art et de toute vraie science. Oui. Alors, c'est une reprise, je pense, qui est passée par le net. Enfin, c'est une reprise qui voilà. On la prend comme ça. Oui. Nous, on prend la phrase, même si c'est pas celle d'Einstein, on la prend. Oui, mais alors il ne faut pas mettre Einstein, quoi. À chaque fois, il ne faut pas mettre la citation. Non, voilà. Voilà, qu'importe. Tu dis Weber et comme ça tout le Oui, monde. Weber. Très bien. Donc, quel que soit d'ailleurs, en tout cas, un sujet sur le mystère, l'art et les sciences. Et juste un petit rappel assez rapide sur Einstein, parce qu'on oublie souvent, quand on parle d'Einstein, que c'est pas seulement un physicien, il est talent, mais c'est aussi un philosophe qui a lu toute l'œuvre de Spinoza. D'ailleurs, il est spinoziste, philosophiquement parlant. C'est un déterministe, moniste. Pour lui, comme pour Spinoza, Dieu, c'est la totalité du réel. Il y a des petites phrases intéressantes sur Dieu. On aurait pu prendre une phrase sur Dieu aussi, qui lui est attribuée, du genre, par exemple, dites-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois ou pas. En fait, Einstein croit dans ce qu'il appelle la religiosité cosmique, qui est basée sur le mystère, justement. Il a bien conscience que plus on découvre de choses dans l'univers, plus on découvre qu'il nous en reste à découvrir. C'est-à-dire que la connaissance scientifique ne peut être qu'asymptotique, on ne pourra jamais tout savoir. Il est anti-hegelien. Là, Einstein a un point de vue, il est très kantien. Kant, je vous rappelle, avait dit que j'ai limité la raison pour laisser une place à la foi. C'est Kant, là c'est vraiment Kant qui l'a dit, cette phrase. Et Einstein est un peu dans cet esprit-là. Tout en étant scientifique, il reconnaît que la science ne peut pas tout. Il faut laisser une place au mystère. Bon. C'est un peu ce que dit cette phrase. Alors, le côté artistique, ça semble plus évident que l'art est lié au mystère. Et là, c'est Béatrice qui va en parler. Avec la peinture, humblement, modestement, mais je suis sûr que ça sera très intéressant. Et moi, je vais rester plus dans le domaine à la fois scientifique et mystique. Mystère, mysticisme, il y a quand même un lien. Le mystère et la science. Or, justement, je vous parlais de la physique quantique. On a déjà la théorie de la relativité, elle va un peu dans le sens d'une certaine spiritualité relationnelle. Tout est en relation, les choses ne peuvent pas exister, tout est interdépendant. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme, l'idée de l'interdépendance universelle des choses. J'y reviendrai un petit peu en passant par Fritjof Capra, qui a écrit le Tao de la physique. Ça a été ma grande lecture de cet été. J'en ai eu d'autres, mais c'était la lecture, on va dire, la plus sérieuse de l'été, assez conceptuelle, assez difficile. J'avoue que autant la partie mystique orientale, je vivais ça comme du petit lait, j'ai appris des choses, mais globalement j'étais dans mon domaine. Alors que la partie scientifique, j'ai appris des choses, mais j'ai dû m'accrocher. Parce que parfois il y avait quand même des équations mathématiques, et j'ai un peu décroché par moment. Le livre est passionnant. Alors, oui, il y a eu des aspérités dans le livre, mais bon, un livre très stimulant. Et il faut faire l'effort, effectivement, de lire des choses difficiles qui ne sont pas dans son domaine. Ça nous oblige à nous remettre en question, à se dire, bon, il faut peut-être parfaire un peu ces lacunes en physique, un jour. Enfin bref, je referme cette parenthèse. Donc l'interdépendance des choses, la relativité va dans ce sens-là, mais la physique quantique amène le mystère en science. Puisque la physique quantique va en quelque sorte quand même critiquer implicitement le déterminisme d'Einstein, puisque pour la physique quantique plutôt d'ailleurs, quantique, les particules peuvent prendre des itinéraires qui ne sont pas prévus. Il y a ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Tout n'est pas prévu à l'avance. Tout se passe comme si la matière, qui n'existe même plus vraiment dans la physique quantique, parce que du point de vue de la physique quantique, cette table c'est essentiellement du vide.
c'est la vitesse des particules, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui fait que cette table nous semble solide, à nous les êtres humains. Un fantôme va la traverser, il existe, qui en est un, ou un extraterrestre d'une autre galaxie, peut-être pour traverser, pourrait jouer au passe-muraille. Petite anecdote quand même rigolote, puisque je passe à l'Orient, constamment joué entre la science et l'Asie. Il y a un maître zen japonais qui était convaincu qu'en allant très vite, il pourrait traverser une porte fermée. Et il en est mort. Oui, exactement. Il en est mort à force d'avoir des traumatismes crâniens. Il n'est pas allé assez vite. Non, mais il paraît que c'est une histoire. Bon, Si pour détendre, il fait ça. Bon. Et donc, t'es un peu kamikaze, hein, le japonais. C'est très japonais. Bah oui, très kamikaze. Hein. Oui. Bon. Enfin bref, petite anecdote. On va revenir sur le Japon tout à l'heure, si vous voulez, dans le débat. En tout cas, la physique quantique, je passe à Fritjof Capra, qui est quand même ma référence principale. La physique quantique va vraiment dans le sens de la mystique orientale, pour Fritjof Capra, pour différentes raisons d'ailleurs. Hein. Alors, je dirais même qu'elle va aussi dans le sens de Spinoza, qu'on rapproche souvent de la pensée orientale. Puisque, on va dire pour aller vite, en Occident, vous avez deux grands camps de la pensée. Vous avez le cartésianisme Descartes, c'est le fameux dualisme cartésien, l'esprit d'un côté, la matière de l'autre, hein, séparation assez radicale entre l'esprit et la matière, qui aura des conséquences importantes, à la fois technologiques, positives si on peut dire, hein, sans Descartes, pour aller vite, on n'aurait pas eu le TGV, Airbus, etc. Très vite, hein, il y aurait peut-être un autre que Descartes, mais sans la découverte de Descartes, tout ça n'aurait pas été possible. Mais d'un autre côté, Descartes n'a pas très bien pensé le vivant. Il a très bien pensé la mécanique, justement, puisqu'il est mécaniste, hein, c'est le dualisme mécaniste. Mais même Descartes avait la théorie de l'animal-machine, donc c'est faux. Je sais que Spinoza, il y a un très beau livre de Damasio, L'erreur de Descartes, qui donne raison à Spinoza. L'animal a un principe psychique. On pourrait appeler une âme. Ce n'est pas une machine. L'animal souffre aussi, comme l'être humain, il a une sensibilité, une émotion. Bon. Et Spinoza, c'est le monisme. À l'opposé du dualisme, vous avez le monisme, puisque pour Spinoza, il y a une seule substance qu'il appelle Dieu, c'est une définition d'une substance cosmique, en quelque sorte, c'est la totalité du réel. Hein. Dieu, sive natura, Dieu ne fait qu'un avec la nature. Dieu, c'est la nature avec un grand N, donc Dieu, c'est aussi la totalité du réel. Difficile d'être athée. Alors, on l'a accusé d'athéisme, mais en fait, on l'a accusé. En fait, il était panthéiste, ou même plus précisément panenthéiste, c'est-à-dire tout est enveloppé en Dieu, tout est en Dieu. C'est pas directement que tout est Dieu, bon, c'est plus subtil, mais je crois que quand on dit panthéisme, un vrai panthéiste, il doit être panenthéiste, parce que tout est enveloppé en Dieu, parce que Dieu a tout créé, il est la cause de toute chose. Bon, ça c'est Spinoza, le monisme. Or, la philosophie orientale, et là je précise au sens large, hein, enfin, au sens large, je laisse de côté le Moyen-Orient, disons, hein, c'est un peu plus compliqué au niveau du Moyen-Orient. On n'est pas dans un monisme pur, il me semble, mais là je parle de deux grands Orients. Hein. C'est les deux grands Orients dont parle Fritjof Capra dans son livre, le Tao de la physique. Évidemment la Chine, le taoïsme. Il parle beaucoup du taoïsme, un peu moins du confucianisme. Il évoque quand même aussi, d'ailleurs, il ne sépare pas trop, puisqu'il y a l'idée du Tao dans les deux grandes philosophies chinoises, Confucius et Lao Tse évoquent autant le Tao l'un que l'autre, hein, de manière un peu différente. Mais effectivement, Fritjof Capra s'intéresse plus à Lao Tse, qui est plus, disons, ontologique, c'est plus politique, et la pensée indienne. Dans ces deux pôles également, hein, la pensée indienne, l'hindouisme. Alors l'hindouisme, il y a toutes sortes d'hindouisme, hein, il rentre pas dans les détails, mais l'hindouisme, c'est un courant majoritaire. Bon, il cite pas mal de philosophes indiens d'ailleurs dans son livre, et le bouddhisme. Voilà. Donc, gardons ces quatre philosophies pour être précis de l'Orient: taoïsme, confucianisme, enfin l'idée du Tao en Chine, philosophie chinoise et philosophie indienne, que ce soit l'hindouisme traditionnel ou le bouddhisme, qui n'est jamais qu'un avatar, j'allais dire, mais une réforme de l'hindouisme. Albert Schweitzer disait avec justesse, je trouve, que le bouddhisme est à l'hindouisme ce que le christianisme est au judaïsme. C'est une réforme. En fait, la base est la même. En fait. Voilà, il y a l'incarnation, par exemple, chez les bouddhistes, comme chez les hindous, le dharma, il y a des termes sanscrits qui sont repris, le nirvana, voilà. Mais, évidemment, il y a des différences aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, pour faire simple et pas être trop long, je vais identifier 3 ou 4 aspects
où il y a une véritable convergence entre la physique moderne, théorie de la relativité et surtout physique quantique, et la sagesse, ou on pourrait dire le mysticisme oriental. On retrouve dans ces 4 philosophies religieuses, ou religions si vous voulez, qu'importe, ou spiritualité, ou sagesse, qu'importe l'étiquette qu'on donne à ces grands systèmes de pensée. D'abord, l'interdépendance de toutes choses. Alors là, c'est la théorie de la relativité surtout, quand même. Et là, on retrouve ça beaucoup dans le bouddhisme. Vous avez Hubert Reeves, grand astrophysicien contemporain, le Québécois avec la barbe blanche, qui passait, maintenant il est très vieux, je crois qu'il est malade. C'est un humaniste aussi. C'est un humaniste. On peut dire que c'est un humaniste, et même avec une dimension philosophique. Un excellent vulgarisateur. C'est pas facile de vulgariser, de simplifier les théories de l'astrophysique qui sont très complexes. Hubert Reeves aime beaucoup la cosmologie indienne, parce qu'il est d'accord avec cette idée, il a contesté la théorie du Big Bang, un premier commencement. C'est quand même pas mal contesté aujourd'hui. La fameuse théorie du Big Bang, premier commencement de l'univers, il y a à peu près, selon les sources, 13 milliards ou 15 milliards d'années. On n'est pas à 1 milliard d'années près, à la limite, les échelles de temps. Bon, il y a je ne sais plus quel physicien qui disait de toute façon, sur l'échelle du temps, l'humanité est apparue à minuit moins 5. Si vous prenez l'histoire de la vie, depuis l'apparition de la vie jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que l'homme est apparu donc le dernier, minuit moins 5, et il va bientôt disparaître. Bon. On croire ce scientifique, j'ai oublié son nom. Hubert Reeves salue dans l'hindouisme, la cosmologie indienne, hindouiste, l'idée que l'univers serait une respiration. C'est-à-dire qu'il y a des phases d'inspiration et d'expiration, comme dans la respiration. L'expiration, là on serait dans une phase d'expiration, c'est-à-dire que vous savez que les galaxies, prenez l'image du ballon qu'on gonfle, le ballon gonflable avec des petits points que vous avez mis sur le ballon dégonflé, plus vous le gonflez, plus les points s'éloignent. On est dans cette phase-là d'expansion de l'univers, c'est-à-dire si on veut déménager, c'est pas le bon moment parce que les planètes habitables, ces planètes, elles s'éloignent de plus en plus. Plus on attend, plus ça sera loin. Jusqu'au jour où, on ne sait pas quand, une hypothèse, évidemment, on n'en sait rien, jusqu'au jour où ce ballon, le gonfleur, Dieu, ou je ne sais pas qui, celui qui gonfle le ballon, n'aura plus d'air. Il y aura un coup de pompe, et le ballon va se dégonfler. Nous, ce sera aux fesses. Sauf que quand vous faites l'expérience avec un ballon, vous savez, vous faites faire plaisir à un gamin, vous avez tous fait cette expérience, et puis c'est pas toujours si facile que ça de gonfler un ballon. Et puis, quand vous n'avez plus de souffle, ça se dégonfle très vite. Là, ça se fera peut-être pas forcément très vite, ça prendra des millénaires, je ne sais pas. Mais il y aura une phase, selon certaines estimations de certains astrophysiciens, comme Hubert Reeves, de rétractation de l'univers. On passera du Big Bang, d'un Big Bang à un Big Crunch. Bon, ça sera la destruction, mais il y aura toujours cette masse incroyable, comme au moment du Big Bang. Destruction, création, comme dans la danse de Shiva, d'ailleurs, ou de Kali. Shiva et de Kali, d'ailleurs. Et Big Crunch, on sera chocolat. On sera chocolat, ouais. Carbonisé, chocolat. Ouais. Ouais. Chocolat, crème brûlée. Puisque bon, voilà. Bon, ouais, ça chauffe. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est que les Indiens avaient déjà découvert qu'il y avait eu des phases d'expansion suivies de phases de rétractation de l'univers, donc des phases d'expiration et d'inspiration. Donc, une infinité de Big Bang et de Big Crunch. Ce qui, moi, me séduit personnellement. Je suis plutôt dans cette optique-là, à titre personnel. Parce que l'idée d'un premier commencement, comme la création ex nihilo d'Augustin, j'avoue que j'ai du mal. Moi, je suis assez grec aussi, c'est aussi héraclitéen. On va parler d'Héraclite ici. Dans l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier a repris ça en physique. En chimie, pardon, père de la chimie moderne. Lavoisier a repris Héraclite. On l'a attribué à Lavoisier, mais en fait, c'était Héraclite, le premier. Bon. Et ça, c'est une grande vérité. Lavoisier, c'est un peu plus scientifique quand même. Oui, Héraclite. Oui, bien sûr. Là, sinon ça va être long, mais bien sûr. Une base scientifique. Voilà, évidemment. Héraclite acquiert une base scientifique à partir de Lavoisier. Oui, bien sûr. Héraclite, c'est une belle intuition, voilà. C'est une grande intuition. La science ne fait que prouver les intuitions des poètes. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que dit très bien Fritjof Capra dans le Tao de la physique. Donc ça, c'est le premier point. L'interdépendance des choses, il n'y a pas de yin sans yang, il n'y a pas de respiration sans expiration et d'inspiration. On dirait que l'expiration c'est plutôt yang, l'inspiration c'est plutôt yin, parce que là je passe un peu au yin et au yang. Ensuite, deuxième point, et là c'est plus la physique quantique qui va aller dans le sens de la mystique orientale, la matière n'existe pas vraiment. Ça peut sembler étonnant,
la matière n'est qu'une vue de l'esprit en quelque sorte. En tout cas, c'est le fameux E égale MC2 d'Einstein. La matière, c'est de l'énergie transformée. Et là, on retrouve l'intuition extraordinaire de Spinoza. Je reviens sur Spinoza parce que c'est un très grand esprit occidental, mais on retrouve l'intuition des orientaux d'ailleurs en Occident. Les grands esprits se rejoignent de toute façon. Spinoza, pour qui donc, il y a une substance unique, l'énergie, on va dire, en termes scientifiques, ça c'est l'énergie, qui peut se manifester avec deux modes, ce qu'il appelle, mieux que l'esprit et le corps, je trouve, la pensée et l'étendue. C'est beaucoup plus génial, je trouve, de parler de pensée et d'étendue que de parler d'esprit-corps. Ça rend tout confus, l'esprit et le corps. Ça rend les choses trop humaines. La pensée, il peut y avoir une pensée extra-humaine, extraterrestre, divine, ce que vous voulez, une pensée d'ailleurs, et même l'étendue, l'étendue c'est la matière en général, mais c'est plus joli, enfin le terme est plus riche, je trouve, que le terme de matière, le terme d'étendue. J'aime bien la pensée étendue de Spinoza. Il faudrait faire tout un débat là-dessus, d'ailleurs, un jour. Donc ça, c'est le deuxième point d'accroche, si je puis dire, d'après Fritjof Capra, ou d'autres, je vais donner les principaux, entre la physique moderne, à la fois Einstein et la physique quantique d'Heisenberg et de Niels Bohr, c'est les trois, il cite énormément d'autres scientifiques, physiciens, mais on ne va pas les citer aujourd'hui, ça nous amènerait trop loin. Et donc cette idée que finalement tout est une projection de l'esprit humain, en quelque sorte pour les bouddhistes. La Maya, il y a le voile de Maya, on reprend cette thématique du voile de Maya, c'est l'illusion, le samsara. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quand on dit l'existence illusoire de l'ego, par exemple, des choses, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est que c'est une existence aléatoire, en quelque sorte. Ce n'est pas une existence essentielle. L'illusion, elle existe. Simplement, c'est une existence vaporeuse, on va dire, qui n'est pas essentielle. L'essentiel est ailleurs. Il sera dans l'esprit pour les bouddhistes, l'énergie donc pour les scientifiques, dans quelque chose de différent, qui ne peut pas se réduire ni simplement à du spirituel, ni simplement à du matériel. C'est pas concret. C'est pas concret, voilà. C'est quelque chose qui nous échappe. C'est de l'ordre du mystère, justement. C'est de l'ordre du mystère. C'est de l'ordre du mystère, encore une fois. Ce quelque chose, on peut lui donner un nom, ce sera le Dharma, le Tao. Tenez, le Tao, d'ailleurs, Lao Tzu, premier à dire qui sait ce thé et celui qui parle ne sait pas. On oublie, on cite en général la première partie, qui sait ce thé, celui qui parle ne sait pas, parce que l'essentiel est indicible. Le Tao ne peut pas être décrit, il ne peut pas être touché, il ne peut pas être dit. Il existe, mais on voit que les manifestations, le yin et le yang, les deux énergies complémentaires, l'étendue et la pensée. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est yin et yang, ça dépend du point de vue, mais le yin c'est plutôt l'obscur, le yang c'est la lumière, le yang c'est le masculin, le yin c'est le féminin, le yang c'est le plein, le yin c'est le vide, etc. On va essayer de revenir là-dessus. Donc yin-yang, ça explique aussi bien cette dualité, mais qui en fait revient à une unité de base. Au monisme spinoziste, encore une fois. C'est-à-dire, c'est 3 en 1, en quelque sorte, comme l'huile 3 en 1. Et c'est vrai que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. C'est une complémentarité. Voilà, une complémentarité. En fait, si vous restez aux deux, vous êtes dans un dualisme cartésien, mais si vous passez à un troisième terme, le fameux troisième terme, ça revient à l'unité. L'unité dans la diversité, si on peut dire. D'ailleurs, dans l'hindouisme aussi, vous avez toujours 3 dieux principaux, quelles que soient les branches. Vous avez Brahma, Shiva, Shakti, vous avez Krishna, Vishnu, Ani, enfin vous avez différentes... voilà, il y a toujours 3 dieux qui n'en font qu'un, finalement. D'ailleurs, l'hindouisme n'est pas un polythéisme, encore une fois, c'est un énothéisme. Énos, en grec, ça veut dire là, tout est un. On rejoint là un petit peu plus tard. Et on rejoint d'ailleurs la science moderne qui parle d'une unité générale. Simplement, le gros problème en science, là ça reste un mystère. Pourquoi diable ne trouve-t-on pas le principe unificateur, il y a des recherches, des 4 grandes lois, des 4 grandes forces dans l'univers, la force de gravitation, dans Newton, l'attraction, la gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Il y a 2 forces nucléaires. Donc il y a 4 grandes forces essentielles, mais on n'a jamais trouvé, on n'a pas encore trouvé. Elle existe peut-être, on ne sait même pas si elle existe. On espère, Einstein espérait qu'elle existe, espérait la trouver, d'autres aussi.
On espère trouver une force qui va unifier ces quatre grandes forces. Mais ça reste en quelque sorte le grand mystère de la science. Et troisième ordre, je crois que j'en resterai là, il y en aurait d'autres, mais qui me semble important, le point d'accroche entre justement la mystique orientale, enfin ce que Fritjof Capra appelle la mystique orientale au sens large, la mystique au sens large, je dirais plutôt sagesse, mais on peut parler de mystique effectivement, et la science moderne, c'est finalement cette idée que l'homme, la limite de l'homme, l'humilité, le rappel à l'humilité, ça me semble essentiel, que tout ce qu'on sait finalement est toujours relatif à notre point de vue. Tout dépend, d'ailleurs c'est la physique quantique qui va le montrer, que Einstein déjà le montre avec la relativité, qu'une expérience scientifique elle est toujours liée à la pensée de celui qui va la faire, du scientifique qui va faire l'expérience. Il va influencer, voilà. Même les instruments vont influencer sur le résultat de l'expérience. Donc ça montre qu'il y a une relativité de la vérité quelque part. Pas de la vérité. Pas de la vérité, mais de ce qu'on appelle la vérité. De ce qu'on peut percevoir. Parce qu'en fait, ce que nous montre, et ça, la mystique orientale nous montre aussi, rappel à l'humilité, on ne peut pas tout savoir, l'univers est tellement immense, infini, on ne peut pas tout savoir, et effectivement, là je reprends le titre célèbre de Houellebecq, la carte et le territoire, ça il le répète souvent, Fritjof Capra, la carte n'est pas le territoire, ça a été l'illusion d'un certain scientisme, il casse le scientisme, il attaque le scientisme du XIXe siècle, qui est quand même très, très attaquable, qui pensait que l'esprit humain, alors c'était un orgueil de l'humain, de penser que la pensée humaine pouvait comprendre l'univers parce qu'il était créé par un dieu humaniste, un dieu qui a créé l'homme à son image, un dieu anthropomorphique, un dieu anthropomorphique. Or, il se pourrait que dans d'autres galaxies, dans d'autres systèmes solaires, les lois qui sont valables ici ne soient plus valables, ou soient différentes en tout cas, et même plus du tout valables. On n'en sait rien. Finalement, on est très limité. Et ça, c'est quand même le troisième point important que montre bien Fritjof Capra, peut-être essentiel. C'est presque moral, je dirais que c'est un point commun d'ordre moral. L'homme doit être humble. Oui, c'est la sagesse. C'est la sagesse de savoir qu'on n'est rien quelque part. On est beaucoup, mais on n'est pas grand-chose par rapport à l'infinité de l'univers. Je rappelle ma petite phrase d'Einstein du début, quand il disait « Plus on découvre de choses, plus on va découvrir qu'il nous en reste à découvrir ». Donc, en somme, tout se passe, ce sera ma conclusion, on va laisser la parole à Béatrice sur le domaine plus artistique, finalement, dans la science et dans la mystique orientale. Tout se passe comme si la science actuelle, de par son incapacité même à trouver une explication rationnelle à l'univers, confirmait l'intuition fondamentale de la sagesse orientale, selon laquelle la réalité ultime est de l'ordre du mystère. Du mystère, certains peuvent être gênés, on pourrait parler d'énigmes plutôt. Fritjof Capra n'a pas peur de parler de mystère, d'invisible. Voilà. Mais moi, le mot mystère ne me gêne pas, c'est le sujet. Dans le sujet, il y a le mot mystère, donc je l'assume, le mot de mystère. Je terminerai d'ailleurs par une citation qui pourrait faire un sujet pour un prochain Café Tao. Mais elle a un très beau mot, elle dit comme ce serait effrayant. Une phrase d'origine Olsen qui disait « C'est effrayant de tout pouvoir expliquer ». Et je trouve que c'est très, très juste. C'est vrai que c'est effrayant de tout pouvoir expliquer. Heureusement qu'il y a des mystères.